Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes lectures et bien évidemment à chaque fois c'est plus ou moins des recommandations, mais il y a aussi des œuvres que je peux lire et que je n'apprécie pas plus que ça et que du coup je vous ne recommande pas de les lire. Et donc vous saurez tout de suite dans cette vidéo. On va parler de romans, de comics, de BD, de mangas. On va parler aussi d'essais et de pièces de théâtre. En tout cas aujourd'hui pour le programme. J'espère en tout cas que vous trouverez au moins une lecture qui vous donne envie, en particulier pour cet été. Et c'est parti! Donc on commence par les romans. Donc premier roman que j'ai lu de cette session, c'était Des hommes et des souris. Non, c'est Des souris et des hommes. Ok, my bad. De John Steinbeck. Donc ce livre, je l'avais tout d'abord lu en anglais au lycée en littérature étrangère. Et je savais pas, je sais plus comment je me suis retrouvée à l'avoir en français. Mais à mon avis, j'ai dû l'acheter d'occasion. C'est peut-être pour ça. J'achète souvent des livres d'occasion que je me dis, ça c'est un classique et je le lirai un jour. Et je me suis enfin décidée à le lire en français cette année. Et franchement, j'ai pas été déçue. Ça reste vraiment un super bouquin que j'adore. Très très émouvant. Alors forcément, vu que je connaissais la fin, un peu moins de surprise, un peu moins d'émotion, mais ça reste quand même un très très beau bouquin qui parle d'une certaine époque. Je crois que c'est la période des années 30, vous savez, aux États-Unis, vous n'avez plus le droit de boire d'alcool, etc. De toute façon, je mettrai le nom là, après l'avoir googlisé, mais bref, très très bon roman où en gros on suit un duo de travailleurs qui vont de ranch en ranch pour travailler, et dans ces ranchs, en fait, quand vous travaillez, vous êtes nourri et logé, et donc ça se faisait beaucoup à cette époque aux États-Unis. Et en fait à chaque fois il y en a un qui attire toujours des problèmes parce qu'il est un peu bête. C'est un grand gaillard assez bête. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a John et Lenny. Lenny c'est le un peu bébête et John c'est le petit gaillard hyper intelligent. Voilà. Et donc en fait à chaque fois ils s'attirent des problèmes. Et là en gros on les rencontre quand ils s'enfuient d'un ranch après avoir provoqué quelques problèmes. Et ils espèrent cette fois-ci que tout se passera bien et qu'ils vont pouvoir économiser assez d'argent pour avoir leur propre ferme et ne plus avoir à travailler de ville en ville entre guillemets. Et voilà, très très émouvant, ça témoigne vraiment d'une époque aux États-Unis, je pense. Incroyable. Voilà, un classique de la littérature qu'il faut lire au moins une fois à mon humble avis, je pense. Deuxième roman, et d'ailleurs il n'y en a que deux ce mois-ci dont je vous parle, c'est La ferme des animaux de George Orwell. Un classique, le même auteur qui a fait 1984 pour ceux qui ne savent pas. Et donc j'ai aussi la version en anglais Animal Farm. Pourquoi je vous parle des deux? Parce qu'en fait lui je l'ai lu plus tôt dans l'année, vu que je passais mon TOEIC cette année, donc c'était pour m'entraîner à lire assez rapidement en anglais. Il est assez court en plus, donc trop bien. Pour ceux qui débutent l'anglais, je trouve que c'est assez facile d'accès. Mais par contre j'avais totalement oublié de vous en parler en anglais, donc de toute façon je l'ai relu en français parce que je l'avais jamais lu en français non plus. Trop bien, voilà, toujours un coup de cœur. Je crois que c'est l'un de mes romans préférés avec les années de plus en plus. En gros, La ferme des animaux, c'est l'histoire d'une révolution d'animaux au sein d'une ferme qui se rebellent contre leur maître humain et qui souhaitent désormais travailler la terre pour eux et pour se nourrir et pour être indépendants des humains. Voilà, donc il y a tout plein de métaphores avec les révolutions en partie communistes qu'il y a eu en URSS, hyper intéressant, et des dérives de dictature qui peuvent en découler. Voilà, vraiment je vous le conseille. C'est censé être un conte pour qu'on comprenne de la politique, mais à travers des animaux, et comme si c'était une fable en fait, vous voyez un peu. Donc voilà, très très bien. Seul défaut que je dis déjà dans mon TikTok, parce que je parle de ce livre déjà sur TikTok, c'est que la traduction française, je trouve, élève le niveau de vocabulaire qui est employé. Je trouve qu'il y a des mots beaucoup plus complexes en français que dans la version anglaise. Ce qui est dommage parce que l'objectif c'est que ce soit un livre facile à lire, je pense, pour tout le monde, comme un conte, et bref. Dommage au niveau de la traduction, sinon ça reste un énorme banger finalement. On va à présent passer aux comics. Je sais plus si d'habitude je fais BD ou comics, mais bref, c'est pas grave. Donc dans les comics, j'ai lu pas mal de trucs ce mois-ci parce que j'ai vraiment beaucoup de comics dans ma pile à lire et que je possède déjà dans ma bibliothèque, donc histoire de un petit peu voilà, et comme ça je peux faire du tri après quand j'ai déjà lu des livres et que je sais qu'ils sont pas super pour m'en débarrasser. J'ai relu par exemple Spider-Man de père en fils parce que je voulais m'en débarrasser à l'origine parce que j'étais pas très fan du récit, et au final après relecture je le garde parce qu'il est pas si nul que ça et j'ai vraiment bien apprécié en fait ma lecture, même si c'était assez rapide. Donc en gros c'est une histoire dans le futur où en gros Spider-Man il a un peu pris sa retraite
Et il n'est pas très présent pour son fils parce que sa femme elle est morte et tout. Donc lui il a arrêté sa carrière de Spider-Man pour protéger son fils qui vit chez Tante May. Sauf qu'en fait un jour il y a un méchant qui revient, etc. Et son fils commence à avoir les mêmes pouvoirs que lui de Spider-Man, etc. Donc Tante May elle reconnaît le pattern. Et donc en fait il va prendre le costume de Spider-Man, son fils, et devenir un petit peu le nouveau Spider-Man. Sauf que forcément le méchant va aussi s'en prendre à lui. Donc voilà, c'est très très cool, très très émouvant aussi pour des personnages que je ne connaissais pas. Par Spider-Man, je sais pas, je trouvais son fils Ben très très attachant. Et oui, Ben comme l'oncle Ben. Donc voilà, petit récit assez cool, je sais pas s'il est encore disponible, il m'a l'air quand même assez récent comme Panini. Comme Marvel en tout cas, de BD. Donc... voilà, un petit comic sympa sur Spider-Man, moi qui suis pas ultra fan de Spider-Man et ultra fan de Marvel, je suis vraiment team DC pour les comics, maintenant vous commencez à me connaître. Mais celui-là c'est vrai que vraiment il a relevé le niveau par rapport à mes dernières lectures. Et toujours chez Marvel, on a The Uncanny Avengers de la collection Marvel Gold qui vendait un été, donc voilà, vous avez 10 tomes dans cette collection. Et donc là c'était sur une équipe de... Avengers, X-Men et c'est pas les mutants mais comment ils s'appellent là? Les Inhumains, voilà. Ouais désolée, je suis pas une geek de Marvel niveau comics, en tout cas j'ai beaucoup de mal. Mais cette collection Marvel Gold, j'aime beaucoup les 3 premiers tomes qui étaient sur les Inhumains, les Avengers et les X-Men je crois. Vraiment gros coup de cœur et ça ne fait pas exception. Deadpool prend pas du tout la vedette. Pour une fois, ce qui est pas dérangeant. Moi j'adore Deadpool, mais ça fait du bien pour une fois d'avoir d'autres personnages mis en lumière, c'était très très cool. Voilà, j'ai bien aimé. Et donc il y a 2 histoires majeures, il y en a une avec une sorte d'invasion de zombies un petit peu, qui était super intéressante, j'ai bien aimé. Et on a plus enchaîné après sur Hank Pym je crois, qui avait fusionné avec Ultron. Et du coup ils étaient en mode mais est-ce que c'est vraiment Hank Pym ou pas? Je vous gâcherai pas le récit, mais du coup c'était hyper cool. Enfin vraiment assez rafraîchissant par rapport à ce que j'ai eu l'habitude de lire chez Marvel. Chez la concurrence, c'est-à-dire DC Comics, j'ai pas lu grand chose ce mois-ci. J'ai juste lu les contes de Gotham, voilà donc c'est un Batman. Et ça c'est les éditions plus pour la jeunesse, les albums jeunesse c'est pas pour les adultes. Donc je l'avais pris en référence parce que j'ai fait une BD sur Batman un peu cartoonisée. Et voilà, je trouvais les designs et un petit peu le côté enfantin assez cool. C'est clairement un récit pour enfants, mais en vrai si vous êtes adulte et que vous aimez un peu les contes de fées, vous pouvez le lire parce que là en gros ça reprend plein de contes de fées. Ça reprend Pinocchio, Alice au pays des merveilles, La Reine des Neiges. Ouais, après il y a une histoire, c'est pas vraiment un conte en particulier, c'est la princesse de Petit Pois, mais bref c'est assez remixé avec vraiment l'univers de Gotham. Ça reste full Gotham quoi, mais c'est juste des références aux contes de fées ou des récits assez similaires. Vraiment très très bonne idée. Les dessins dedans c'est une sorte d'aquarelle, vraiment je trouve ça incroyable, très rafraîchissant, voilà, ça change énormément du comics. Donc je recommande encore une fois. Et chez Urban dans la collection Indies, j'adore le comics indépendant chez Urban. Donc on a Love Everlasting, d'ailleurs l'illustratrice est française, c'est Elsa Chartier. Ça fait vraiment des beaux trucs je trouve. Donc j'ai lu le tome 1, c'est une collection en 2 tomes si je dis pas de bêtises. Et en gros on suit l'histoire de Joanne qui en fait à chaque fois elle tombe amoureuse et à chaque fois ça se finit mal pour elle parce qu'elle fuit l'amour et donc elle se fait tuer par une espèce de cow-boy. C'est très bizarre dit comme ça, mais en gros on va la suivre à plein d'époques différentes où elle va se tomber amoureuse de plein d'hommes différents. Et à chaque fois elle va refuser cet amour et elle va se faire tuer. Donc vous avez à l'époque des cow-boys, vous avez dans une espèce de famille aristocratique britannique, vous avez dans les années un peu 60, disco. Enfin bref, c'est très très cool parce que c'est vraiment un voyage à travers différentes époques. Il y a pendant la seconde ou la première guerre mondiale. Et il y a toute une intrigue qui se met en place en mode pourquoi à chaque fois elle est dans cette espèce de boucle un petit peu, pas temporelle parce que c'est des époques différentes et à chaque fois elle a une vie différente. Mais à chaque fois c'est la même histoire où elle fuit cet amour qu'elle éprouve et elle se fait tuer par un cow-boy. Restez avec moi avec le cow-boy. Donc pendant le tome 1 on a vraiment cette intrigue qui se met en place. Et je pense que dans le tome 2 bah du coup il y a une résolution de cette histoire. Mais j'ai très très hâte de lire le tome 2 parce que c'est très très mystérieux mais tellement cool en termes d'écriture. Et celui qui a écrit c'est Tom King, voilà. C'est pas un inconnu au bataillon non plus quoi. On enchaîne sur de la BD. Là c'est pareil, j'ai lu que de BD ce mois-ci, mais que
des dingueries. Il y a très peu de choses que j'ai pas aimées dans mes lectures récemment. Donc c'est de Lou Luby et c'est à la fin il meurt. Donc en gros c'est de la vulgarisation. On nous parle un petit peu des contes de fées. Et déjà juste mater le livre. Donc en gros on nous raconte un peu les histoires d'origine. Donc là vous voyez c'est avec le petit chaperon rouge. À quoi ressemblaient les vraies histoires. Et c'est trop cool. Donc vous avez beaucoup de choses sur les origines des vrais contes de fées. Voilà. Parce qu'en gros elle nous explique Lou Luby qu'il y a plusieurs auteurs qui ont transformé les contes avec les années. Donc on parle de Cendrillon, les origines des contes, les contes pour adultes parce qu'à la base c'est pour les adultes, donc c'est des versions un peu olé olé. Il y a la vieille écorchée, il nous parle de Perrault versus Grimm, la Barbe Bleue, les films de Disney, quelle influence a eu dans les contes de fées, etc. Et donc voilà, et vous voyez visiter pas mal de contes de fées assez connus dans tout ça aussi. Enfin bref, si vous êtes un geek des contes de fées comme moi, ce livre est clairement pour vous parce que c'est clairement de l'analyse, mais tout en BD, en dessin, c'est assez drôle. Voilà, c'est clairement pas pour les enfants ce livre. Et bref, c'est pour décortiquer les contes de fées. Je suis désolée, mais le livre est si beau. Je vous recommande vraiment beaucoup si vous voulez de la BD intelligente, entre guillemets, un petit peu intellectuelle, qui vous cultive et que c'est pas juste la lecture d'une histoire. C'est vraiment un truc à lire. Et c'est très drôle. Autre BD que j'ai lu de Marie Spénal. Oula, il y a plein de poussière. Donc c'est Il y a longtemps que je t'aime. J'adore son style graphique et elle fait surtout de l'illu jeunesse. Si je dis pas de bêtises, mais ça c'est vraiment un récit pour les adultes. Voilà, il y a des scènes un petit peu olé olé, ce à quoi je ne m'attendais pas en achetant le livre. Mais en gros, on suit, je sais pas comment elle s'appelle. J'oublie tous les noms des persos. J'ai retrouvé. On suit Annie qui est une naufragée d'un bateau et qui se retrouve sur une île. Sauf qu'en fait, sur cette île, elle va trouver un espèce d'indigène. Et donc, ils vont avoir une histoire d'amour et tout. Mais elle, c'est une femme âgée. Enfin, en début de retraite au moins. Et sauf qu'en fait, voilà, ils vont vivre une idylle, sauf que lui ne parle pas, il ne parle pas sa langue, etc. Donc, elle lui parle, elle se confie sur toute sa vie, sur sa relation amoureuse qu'elle a eue avec son mari, qui a l'air de lui peser un petit peu, on va pas se mentir. Et franchement, juste graphiquement, c'est incroyable. Attendez, je vais essayer de trouver d'autres passages. Ah ouais, ok. Là, c'est beau. Bref, donc, enfin, ne serait-ce que pour son trait, ses couleurs, c'est juste magnifique. Mais l'histoire est hyper touchante aussi. Enfin, vous voyez, je m'attendais pas à ça. J'ai une pote qui me l'avait recommandé à l'époque. D'ailleurs, on n'est plus potes, mais elle me l'avait trop mal vendu ce livre. En mode, c'est un truc trop bizarre, trop chelou, nanani, nanana. En fait, vraiment en mode, c'est un livre horrible. Et alors, en fait, c'est trop bien. Enfin, franchement, j'ai adoré l'histoire. C'est un peu high concept parce que c'est une île un petit peu spéciale. Vous voyez, c'est pas dans un univers où l'île est normale comme chez nous. Genre il y a des créatures bizarres, machin. Mais c'est très idyllique. Je sais pas comment vous expliquer. Genre en fait ça se voit dans le dessin que c'est beau. Et le récit est vraiment touchant. Enfin moi pour le coup ça m'a touchée. Voilà, je trouve comme histoire. Parce qu'en fait vu qu'Annie ne s'attend pas à retrouver sa vie normale, etc. et à être secourue, en fait elle se rend compte de plein de choses qui n'allaient pas dans sa relation amoureuse. Et l'impression un peu d'être... un bouche-trou, que ça aurait pu être n'importe quelle femme à sa place avec son mari. Donc voilà, vraiment, comment on appelle ça? Une illumination par rapport à sa relation amoureuse grâce à cette nouvelle relation, sachant qu'il ne parle pas. C'est un peu space, mais j'aime bien. Je sais pas, je trouve que l'histoire fonctionne. On passe au manga, qui franchement c'était pas la meilleure catégorie ce mois-ci, je trouve. Déjà j'ai lu les 2 premiers tomes de Fausse Petite Amie, donc c'est un shoujo. C'est pas nul en soi, pareil je les ai relus parce que je compte m'en débarrasser. C'est pas nul, mais en fait l'intrigue de Fausse Petite Amie est résolue au premier tome. Et du coup le reste c'est juste sur leur relation amoureuse. Et je trouve que du coup c'est vraiment très décevant parce que ton titre est putaclic. Littéralement ton intrigue de titre est résolue en un tome. Sachant qu'il y en a une dizaine, 8, 9, un truc comme ça, de tomes. Bref, donc je suis un peu Enfin l'histoire en soi de shoujo est quand même cool. Genre franchement je me verrais bien lire la suite. Mais c'est clairement pas dans mes priorités, je préfère lire d'autres histoires actuellement que j'ai déjà dans ma bibliothèque en cours. Et donc c'est pour ça, ceux qui passent par là, si ces 2 shoujo Fausse Petite Amie vous intéressent, ils sont quand même très bien, vous pouvez venir me les chercher, je vous les donne avec grand plaisir. Voilà, ça me dérange pas de donner des livres, parce qu'en vrai c'est très dur de les revendre, les livres aujourd'hui, puis ça prend de la place, donc je préfère autant les donner pour ceux peut-être qui n'ont pas trop de moyens, je sais pas, I don't know.
Bref, et autre manga que j'ai lu récemment, c'est Soichi. Donc c'est un gros recueil de plein d'histoires sur Soichi, donc de l'auteur Junji Ito, le maître de l'horreur du manga japonais, enfin du manga tout court en fait. Bref, c'est la référence dans le domaine de l'horreur et du manga. Et Soichi était cool, mais j'étais pas si fan. Parce qu'en gros, c'est un petit garçon qui lance des malédictions, qui a vraiment un rapport avec l'occulte très étrange. Et les histoires sont assez cool, mais je sais pas. J'étais moins dedans, peut-être que... Enfin, ça dépendait des histoires. Parce qu'elles se suivent... forcément, elles sont toutes dans le même ordre chronologique et tout. Mais à chaque fois, c'est un peu des histoires séparées, qui n'ont pas forcément d'influence sur les autres. Et autant il y en a des très cool, autant il y en a qui étaient un peu boring. Je vais pas vous mentir, où je me faisais chier, littéralement. Voilà, c'est pas ce que je préfère chez Junji Ito, mais ça reste quand même une bonne œuvre. En tout cas, et surtout c'est un gros manga. Donc ça prend un peu du temps à lire. Donc ça peut valoir le coup pour ceux qui lisent trop vite, parfois, les mangas. Enfin, je sais que c'est le cas de certaines personnes. Hein. On vous donne un manga, en 1 heure c'est plié. Savourez un peu. Vu le prix, savourez. Mais du coup, Soichi fait partie d'une famille. Voilà, il a un grand frère, une grande sœur. Ils ont des cousins qui viennent régulièrement le rendre visite. Et c'est souvent l'une de ses cousines d'ailleurs qui pâtit de ses malédictions, etc. Donc voilà. J'ai trouvé que l'histoire parfois elle tournait un peu en rond. En gros, bref, il fait un peu du mal à son entourage. Et vraiment un rapport avec la mort et tout. Enfin bref, c'est un peu glauque. J'étais pas, je sais pas. J'étais pas hyper fan. Et on va finir avec la catégorie autre de lecture, donc c'est-à-dire tout ce qui ne rentre pas dans ce que je vous ai montré avant, parce que c'est des choses que je lis pas forcément tous les mois. Tout d'abord, j'ai lu de William Shakespeare, Le songe de nuit d'été, pour être un peu dans le thème de l'été, voilà. Et franchement, pour en avoir lu plusieurs maintenant de Shakespeare, c'est l'un de mes préférés. Parce que je trouve que l'histoire elle a du sens et on se fait pas chier en fait en lisant, enfin beaucoup moins que pour les autres. Donc voilà, Songe d'une nuit d'été, vraiment très cool. Je trouve aussi l'histoire intéressante en termes de... Enfin en fait il y a le roi des fées, la reine des fées qui interviennent dans l'histoire. Je sais pas, ce petit côté un peu onirique est très fun. Et le titre, quand on comprend à la fin par rapport à quoi c'est très drôle aussi. Donc bref, voilà, je vous le recommande. En gros, c'est des triangles amoureux. Pardon, ouais, c'est triangles amoureux entre des jeunes de la cité de Athènes. Sauf que le roi des fées, vu que sa femme, la reine des fées entre guillemets, lui joue un peu des tours, machin, enfin bref, il la rend jaloux. Du coup, il veut qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un pour la faire chier. Voilà, littéralement lui lancer un sort, ce qui est très red flag, on va pas se mentir. Et au final, il va lancer aussi un sort pour que le 2 triangles amoureux arrête d'être un triangle et soit juste 2 duos amoureux. Voilà, enfin, c'est plutôt pas un triangle, mais bref, ils sont 4 personnes. Les 2 mecs sont amoureux de la même fille, mais la fille elle est amoureuse que d'un des 2 mecs. Et il y a une autre fille qui est amoureuse d'un des mecs qui est amoureux de l'autre fille. Bref. Et donc son but à la base, à Roi des Fées, c'est de faire en sorte que tout rentre dans l'ordre et qu'il y ait 2 couples. Sauf qu'en fait, ils se trompent et les 2 garçons finalement tombent amoureux de l'autre fille. Donc voilà, ça crée des problèmes. C'est très drôle, très quiproquo. Peut-être que ça se rapproche de Molière en fait et que c'est pour ça que j'aime bien. Sûrement en fait, je sais pas, avec du recul maintenant c'est ce que je me dis. Et voilà, c'est juste une petite pièce fun à lire. Et franchement vous avez des images de rêves un peu oniriques en tête qui vous viennent quand vous le lisez, donc c'est très cool. Livre autre que j'ai eu, que je pense que pas beaucoup de monde va avoir envie de lire, c'est Vampirologie. C'est un essai sur les vampires dans notre culture actuelle, que ce soit littérature, musique, film, série, jeux vidéo, jeux de rôle, voilà, c'est en gros tout ce que vous pouvez trouver sur les vampires de plus connus en général. Donc moi je sais que je connaissais déjà quelques trucs, hein, tout le monde connaît Dracula, etc. Mais par exemple les films de la Hammer qui ont fait qu'on a cette image des loups-garous, vampires, Frankenstein, momies, etc. Enfin ces types de monstres là, ceux d'ailleurs dont sont inspirés les Monster High de base, pour ceux qui connaissent. Ça vient en fait de films des années 50-60, je suis pas du tout sûre de date. Et donc ça par exemple j'ai appris ça. J'ai eu des pistes de lecture genre Carmilla, c'est comme ça que j'ai découvert, c'est dans ce roman, alors qu'en fait c'est hyper connu Carmilla, c'est juste moi qui n'ai pas de culture. J'ai aussi appris Vampire la Mascarade, voilà le jeu de rôle sur les vampires, il y avait plein de jeux vidéo aussi sur les vampires, sur les mangas aussi, donc franchement c'est assez riche. Si vous voulez des pistes sur des lectures, des centres, enfin des trucs que vous voulez tester avec des vampires, c'est vraiment pas mal si vous êtes fan des vampires tout simplement. Donc c'est de Adrien Parti. Et je me dis le boulot monstre pour remplir ce livre, sachant que c'est écrit quand même assez petit et voilà quoi. C'est pour ceux qui sont peut-être dans des métiers artistiques et créatifs aussi.
si vous prévoyez de vous lancer dans un projet de vampire. Ça peut être pas mal. Voilà. Sinon, si vous êtes un random qui en avait rien à foutre des vampires, je pense que ce livre n'est clairement pas pour vous. J'ai mis 1 an voire 2 ans je crois à le lire. C'est très très long et bah c'est pas un truc que vous lisez tous les soirs avant de dormir, très clairement. Sur ce, j'espère que cette vidéo lecture vous aura plu. Je sais pas si elle sera longue ou pas du tout. C'est très dur après d'avoir un vrai rythme de lecture tous les soirs et de varier toutes mes lectures tous les mois. Mais je me dis comme ça, au moins ça peut faire des recommandations pour certains et vous faire vraiment découvrir peut-être de nouvelles choses sur lesquelles vous n'auriez pas osé vous aventurer. Moi je sais que j'adore me balader dans des magasins de livres, traîner, prendre des livres au pif et me dire en fait ça a l'air bien. Vous voyez, il y a des trucs ennuyeux que je trouve qui ont l'air cool et une fois que je les ai lus, bah franchement on peut se dire ah ouais bah en fait c'était vraiment bien, je le conseille aux gens. Mais voilà, faut être cet aventureux... cet aventurier, je ne sais pas parler français, c'est très grave hein. Après avoir fait une vidéo sur la lecture. Pitié quoi, tuez-moi. Bref, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.